Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le rapport Sapir, ou la remise en cause de la politique régionale de l'Union. Comment comprendre la manière avec laquelle ce rapport a été perçu par les protagonistes du champ de production de la politique de cohésion? Pierre Bourdieu met en garde contre l'utilisation explicative des métaphores. Selon lui, ces schèmes d'interprétation, empruntés le plus souvent à l'ordre physique ou biologique, risquent de véhiculer sous le couvert de la métaphore et de l'homonymie, une philosophie inadéquate à la vie sociale et surtout, de décourager la recherche de l'explication scientifique en procurant à trop bon compte une apparence d'explication. Il reconnaît néanmoins, sans doute la rigueur scientifique n'impose-t-elle pas que l'on renonce à tous les schèmes analogiques d'explication ou de compréhension? Encore faut-il en user sciemment et méthodiquement. De leur côté, les médias, notamment les journaux nationaux, savent que l'actualité communautaire, si elle veut faire l'objet d'une diffusion, doit être retraduite pour devenir une histoire racontable, appréhendable par le grand public. À cette fin, le recours à l'analogie, donc à des images simples, tend à offrir au lecteur une grille de lecture pour mieux comprendre cette actualité communautaire. Face à cet objet lointain qu'est l'Union européenne, les images utilisées se doivent d'être expressives. Dès le 17 juillet 2003, Le Figaro publie un article intitulé « Le réquisitoire commandé par Prodi sur la PAC et le fonds structurel ». Le terme « réquisitoire » renvoie à l'image d'un procès au cours duquel la politique de cohésion ferait figure d'accusé. Le site internet Polémia n'hésite pas, quant à lui, à comparer le rapport Sapir à une véritable bombe. Dans le même ordre d'idées, la Libre Belgique fait référence à des recommandations explosives. Mais que ce soit dans un tribunal ou sur un champ de bataille, la politique de cohésion semble, à la lumière de ces deux images, mise en danger par ce rapport d'experts. En réalité, l'emploi de telles images semblerait justifié à la fois par le contenu lui-même de ce rapport et les ressources de ses auteurs, mais aussi par le contexte particulier de sa parution et la crainte d'une collusion avec le président de la Commission européenne. Chapitre 1. Le poids d'un discours à la fois savant et provocateur. 1. Une sélection des experts au service de la légitimation du discours. Dès son communiqué de presse du 19 juillet 2002, Romano Prodi annonce que le groupe d'études qu'il souhaite réunir pour réfléchir à la question de la gouvernance économique dans une UE élargie sera présidé par le Belge André Sapir. Mais qu'est-ce qui a mené Romano Prodi à nommer André Sapir à ce poste? Romano Prodi recherchait en réalité une personnalité qui ait les compétences requises dans le champ du sujet abordé, mais aussi une personnalité qui ait la capacité de rassembler autour de lui un panel d'experts compétents et prêts à travailler ensemble. Pour trouver cette personne, Romano Prodi se tourne logiquement vers son réseau de connaissances. Concernant ce dernier point, André Sapir fait indéniablement partie de l'entourage du président de la Commission. Ils sont même très proches spatialernes, puisque leurs bureaux bruxellois sont tous deux situés dans le bâtiment de la présidence de la Commission. André Sapir est en effet membre du groupe des conseillers politiques, GOPA, du président Prodi. Le groupe des conseillers politiques est un service de la Commission européenne, qui dépend directement du président. Son rôle est de lui fournir rapidement des conseils indépendants et avisés sur tous les aspects des questions relatives à la politique future de l'Union européenne. En outre, André Sapir est président exécutif du groupe d'analyse économique, GAE, de la Commission européenne. C'est à la demande du président Prodi qu'a été mis en place ce groupe afin d'analyser les principaux problèmes économiques de l'Union et présenter les différentes solutions pour les résoudre. Les réunions du GAE sont d'ailleurs présidées par le président Prodi lui-même. Ce dernier connaissait très bien André Sapir et a donc vu en lui cet homme qu'il recherchait, à la fois compétent et capable de constituer et mener un groupe. Romano Prodi cherchait tout d'abord une personne compétente sur les questions économiques. Ainsi, dans son communiqué de presse du 19 juillet 2002, ce dernier fait référence non pas directement à un groupe d'experts, mais à un groupe d'études de haut niveau. Cette idée de haut niveau renvoie bien à ce critère de compétence scientifique. Il choisit dès lors un universitaire, à son image. Ainsi, un ancien membre du cabinet du commissaire Barnier confiait
c'est un réflexe très proudien, c'est de l'académisme que vient la vérité. En effet, Romano Prodi a lui-même enseigné très longtemps l'économie industrielle à l'Université de Bologne. Il y fut successivement assistant, professeur adjoint puis professeur entre 1963 et 1999. Monsieur Prodi a mené une intense activité de recherche qui s'est orientée sur deux sujets désormais classiques dans les études d'économie industrielle: le développement des petites et moyennes entreprises et des zones et la politique de concurrence. Dans la littérature internationale, son nom figure à côté de ceux de Giacomo Beccatini, Franco Momigliano et Paolo Silos Labini parmi les fondateurs de l'école italienne d'économie industrielle. André Sapir, pour sa part, enseigne à l'Université libre de Bruxelles où il est spécialiste des questions d'économie internationale et d'intégration européenne. C'est également un professeur très actif. Sa présentation sur le site internet de la Commission le décrit comme l'auteur de nombreuses publications dans son domaine de spécialisation. Par-delà son statut de professeur, André Sapir est d'emblée considéré comme un véritable expert, spécialiste des questions d'économie européenne, au sein même de la Commission, et ce principalement du fait de sa fonction de président exécutif du groupe d'analyse économique. De manière tout à fait révélatrice quant à la garantie de compétences que cette fonction offre, le site internet de la Commission avance: le groupe des conseillers politiques a mis en place un groupe d'analyse économique de haut niveau. Il fait appel à toute l'expertise économique existante au sein et en dehors de la Commission. Romano Prodi a par conséquent trouvé dans son entourage une personnalité possédant les compétences scientifiques requises pour mener une équipe. Encore faut-il être capable de former une équipe. Or, si Romano Prodi a décidé de porter André Sapir à la tête de ce groupe, c'est certes du fait de son profil d'universitaire spécialiste en économie européenne, mais c'est aussi parce qu'il sait que ce dernier sera à même de rassembler des experts autour de lui. Lors de notre entretien, André Sapir me confiait lui-même: j'imagine que Romano Prodi a pensé à moi pour le rôle de président du groupe en raison de mon grand réseau de connaissances. En effet, le président d'un groupe d'études a pour première tâche de constituer ce groupe. Pour mieux comprendre la formation d'un tel groupe, Marjorie Jouin, ancien membre de la cellule de prospective de Jacques Delors, commente: de manière générale, pour expliquer la constitution d'un groupe d'experts, les affinités sont très importantes. C'est l'importance des réseaux qui s'entrecroisent. Pour être plus clair, le président d'un groupe d'études doit répondre à deux questions fondamentales. Quelles personnalités, dans ce monde des sciences qu'il est censé connaître, sont actuellement susceptibles d'apporter une valeur ajoutée au travail collectif? Et qui parmi elles sont capables de travailler ensemble? C'est pour répondre à ces questions que le professeur Sapir a été amené à utiliser son réseau de connaissances. Et comme il l'affirme lui-même, il s'est constitué au fil du temps un grand réseau. Effectivement, outre ses activités de professeur à l'Université libre de Bruxelles et d'expert auprès du GOPA et du GAE, André Sapir s'investit également dans une autre activité propice à l'élargissement des réseaux de sociabilité, la recherche. Il est ainsi chercheur auprès du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, CEPI. Le CEPI est le principal centre français d'études et de recherche en économie internationale. Cet organisme public créé en 1978 réunit une équipe d'une 50aine de personnes dont une trentaine d'économistes. De même, André Sapir est chercheur auprès du Centre de recherche en politique économique, CEPR, établi au Royaume-Uni. Ces centres d'études mettent régulièrement en contact des chercheurs dans l'optique de la publication de rapports divers. Au final, André Sapir connaissait bien toutes les personnes du groupe sauf une qu'il connaissait tout de même de réputation. Il a ainsi eu l'occasion de côtoyer voire de travailler plusieurs fois auparavant avec les membres du groupe. Par exemple, Dariusz Rosati et Jean Pisani-Ferry sont tous deux membres du groupe d'analyse économique de la Commission européenne. André Sapir et Jean Pisani-Ferry se connaissent d'ailleurs très bien. Entre 1990 et 1992, ils furent tous deux conseillers économiques auprès du directeur général aux affaires économiques et financières de la Commission. Par la suite, Jean Pisani-Ferry était devenu directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, centre dont André Sapir est toujours membre. Quant à Philippe Aghion, Giuseppe Bertola et José Vinal,
Ils sont également chercheurs auprès du Centre de recherche en politique économique. Enfin, Hélène Wallace a indubitablement côtoyé André Sapir ne serait-ce qu'en sa qualité de directrice du Centre Robert Schuman de Florence, dont André Sapir est membre du comité d'organisation. Ainsi, plus que les connaître, André Sapir apprécie ces personnes et sait par expérience qu'elles sont aptes à faire partie d'une équipe comme celle qu'il veut diriger. Selon lui, les liens amicaux sont très importants car il faut pouvoir travailler ensemble. En effet, en raison de cette estime intellectuelle et professionnelle et des liens personnels qui nous unissent, chacun a été disposé à écouter les autres. Par conséquent, si les membres du groupe sont bien issus du réseau de connaissances d'André Sapir, reste à découvrir les paramètres plus précis qui guidèrent le professeur belge dans le choix des membres. La question majeure qui se pose lors de la constitution d'un tel groupe pourrait se résumer ainsi: comment, à travers le choix des membres, garantir la future incontestabilité du groupe et de son discours, et ainsi donner le plus de poids possible au rapport? Assurément, comme le révèle Jacques Chevalier, la création d'une commission formée d'experts incontestés est de nature à conforter sa légitimité. En réalité, l'incontestabilité d'un rapport naît à la fois de sa scientificité et donc de la compétence scientifique reconnue de ses auteurs dans leur domaine de spécialisation, mais aussi de son objectivité et sa neutralité grâce à une représentation équilibrée des différentes idéologies et des différents États européens. André Sapir explicite lui-même ces trois conditions de la future légitimation du rapport. C'est un groupe choisi pour sa triple diversité: la diversité des domaines de spécialisation, des idéologies et des nationalités. La volonté d'André Sapir était ainsi de produire un discours savant, reconnu comme tel. À cette fin, le premier critère de sélection a consisté dans la légitimité des futurs membres à prendre la parole sur le thème de l'expertise commandée par Romano Prodi. André Sapir a cherché à nommer ce que Gilles Massardier appelle les porteurs légitimes de discours sur un problème spécifique. Il s'est donc demandé qui, selon lui, était aujourd'hui en droit de se prononcer sur le thème de la gouvernance économique dans une union élargie. Par ses choix, il a par conséquent défini ce qu'il entendait par un groupe de haut niveau. Il a donné sa définition de la compétence nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur un tel thème. Ainsi, comme l'affirme Frédéric Le Baron, la création d'une commission offre une situation expérimentale pour observer dans ses manifestations concrètes quelle est la définition sociale dominante de cette compétence. André Sapir a tout d'abord dû se demander quel type de spécialiste pouvait légitimement prendre part aux futures discussions du groupe. Sa réponse semble claire: le groupe est composé de 7 économistes et d'une politologue. De manière générale, l'universitaire belge s'est fortement inspiré de la composition d'un autre groupe à l'origine d'un rapport en 1987, le rapport Padoa-Schioppa. On peut d'ailleurs lire dans l'incipit du rapport Sapir: le groupe fut invité à s'inspirer d'un rapport rédigé sous l'autorité de Tommaso Padoa-Schioppa. Lors de notre entretien, André Sapir m'avoue de ce fait: ce rapport a été inspiré par le rapport Padoa-Schioppa. J'ai repris le même type de composition avec des économistes et une politologue. Ce recours à la science économique correspond bel et bien à une volonté d'accroître la scientificité du rapport. La science économique apparaît comme une science relativement dure, capable grâce à ses lois d'expliquer les phénomènes et donc de les prévoir. La science économique fait en effet appel aux mathématiques, aux statistiques, en d'autres termes aux chiffres. Or on connaît le poids des chiffres dans les argumentations. Ce rapport semble donc marquer une certaine primauté de la compétence économique. Cela confirme l'idée de Frédéric Le Baron d'une montée en puissance de la science économique comme discipline ayant la prétention de détenir le monopole du discours rationnel. À l'intérieur même de la science économique, les spécialisations sont diverses. Et André Sapir sait que le crédit scientifique d'un rapport sera d'autant plus élevé que diverses branches d'une science sont représentées. Ainsi, Philippe Aghion est un spécialiste du thème de la croissance économique. Jean Pisani-Ferry est connu pour ses travaux sur la coordination des politiques macroéconomiques. Giuseppe Bertola a beaucoup travaillé sur le thème du marché du travail, et Martin Helwig attribue lui-même son recrutement à ses compétences en matière de microéconomie, notamment en ce qui concerne le système financier et les mécanismes de financement,
et à ses activités au sein de la Monopol Commission allemande relative à la politique concurrentielle et au marché intérieur européen. Il est également intéressant de constater la forte présence de spécialistes des questions monétaires. Tommaso Padoa-Schioppa, aujourd'hui membre du directoire de la Banque centrale européenne, s'était lui-même fortement intéressé aux questions monétaires, reprenant dans son rapport, et ce, grâce au désormais célèbre triangle des incompatibilités, les limites d'une régulation par la monnaie mise en évidence par Mundell dès les années 60. Sur ce même modèle, le groupe Sapir rassemble plusieurs membres particulièrement compétents sur ces questions monétaires comme Giuseppe Bertola, Dariusz Rosati ou José Vinal. Dans cette configuration, quid de la présence d'Hélène Wallace, politologue, au sein de ce groupe? Pour André Sapir, faire appel à Hélène Wallace était une excellente idée car nous devions aborder la question de la gouvernance, son domaine de spécialisation. Mais le choix d'une politologue était en réalité très judicieux. Le travail du groupe étant collectif, la parution d'un rapport principalement rédigé par des économistes, mais au bas duquel Hélène Wallace a apposé sa signature semblerait indiquer un aval de la science politique. Après avoir déterminé les types de spécialistes, qui en fonction de leur secteur d'activité respectif, sont aptes à se prononcer sur le thème de la gouvernance économique dans l'Union de demain, André Sapir a dû porter son choix sur des personnes qui, comme on le sait, appartiennent à son réseau de sociabilité. Le choix de ces 7 membres reflète bien, au vu de leur profil, la définition que ce dernier donne du scientifique compétent. Il a en effet cherché à nommer des individus dont il serait difficile de remettre en cause la légitimité du discours. Mais quels sont les déterminants de cette compétence incontestable de l'individu, tant recherchée par André Sapir? Ainsi que Frédéric Le Baron l'a formulé, une commission se doit de regrouper des spécialistes du domaine, c'est-à-dire des personnalités qui ont accumulé suffisamment d'expérience et d'autorité dans un secteur pour s'y imposer comme compétents. Cette accumulation d'expérience et d'autorité dans son propre domaine de spécialisation est donc source de légitimation du discours. Mais comment accumule-t-on assez d'autorité dans un secteur pour se voir conférer un véritable crédit de compétence? Un premier déterminant de la compétence est constitué par l'appartenance des membres au monde universitaire. Il est en effet notable que le président du groupe s'est adressé à 7 confrères universitaires. André Sapir confirme par là même l'idée de Romano Prodi selon laquelle la fonction de professeur d'université est gage d'une véritable compétence dans son domaine de prédilection. Ainsi, tout comme André Sapir est en poste à l'Université libre de Bruxelles, Philippe Aghion enseigne actuellement à Harvard, Giuseppe Bertola à l'Institut universitaire européen de Florence, Jean Pisani-Ferry à l'École polytechnique, Dariusz Rosati à la School of Economy de Varsovie et Hélène Wallace au Collège de Bruges. Quant à Martin Hellwig, ce dernier fut en poste à l'Université de Mannheim jusqu'au 1er avril 2004. La carrière universitaire se dresse donc dans ce cas comme un fondement incontournable de la compétence de l'individu. Et dans ce choix d'enseignant, André Sapir prend en compte toute la carrière universitaire de l'individu, de son parcours d'étudiant à celui d'enseignant. Tous les membres du groupe ont assurément de brillantes carrières universitaires, d'autant plus brillantes que pour beaucoup d'entre eux, leur crédit de compétence a été accru du fait de leur séjour en tant qu'étudiant puis enseignant dans de prestigieuses universités américaines. André Sapir est lui-même diplômé d'une université américaine, The Johns Hopkins University, et a été enseignant à l'Université du Wisconsin. Il considère par conséquent une expérience aux États-Unis comme une réelle ressource dans le monde de la science économique, une ressource génératrice des autorités dans un tel domaine. Lors de notre entretien, Martin Hellwig n'hésitait pas à affirmer « La qualité des études de 3e cycle est tout simplement meilleure aux États-Unis qu'en Europe. » Concernant leur formation universitaire, Giuseppe Bertola et Martin Hellwig sont ainsi diplômés du Massachusetts Institute of Technology, MIT, tandis que Philippe Aghion et José Vinal ont été formés à Harvard. Par la suite, beaucoup d'entre eux ont débuté leur carrière professionnelle en tant qu'enseignants aux États-Unis. José Vinal a enseigné à Harvard puis à Stanford, Martin Hellwig à Princeton, Giuseppe Bertola au MIT et à Princeton ou encore Philippe Aghion au MIT et aujourd'hui à Harvard. Le parcours universitaire, aussi brillant soit-il,
n'est cependant pas le seul gage d'autorité dans son secteur de spécialisation. En réalité, plus un enseignant s'investit dans d'autres activités que celles propres à son domaine scientifique de prédilection, plus il augmente son capital d'autorité. En d'autres termes, la multipositionnalité de l'enseignant, notamment mise en avant par Luc Boltanski dans le cas des professeurs de l'IEP de Paris, accroît son crédit de compétence et rend son discours savant d'autant plus légitime. C'est ce que démontre Gilles Massardier à travers l'exemple du géographe Roger Brunet. Lié à la fois aux espaces politiques, étatiques et scientifiques, sa multipositionnalité lui a permis d'accumuler les ressources nécessaires au renforcement de sa position de pouvoir dans l'espace scientifique. C'est bien ce genre de profil que recherchait André Sapir. Des personnes qui aient une position de pouvoir dans leur espace scientifique, le monde de l'économie. Et ce monde de l'économie ne se résume pas aux chaires universitaires. Gilles Massardier conçoit la multipositionnalité comme un système triangulaire. Les experts se trouvent au centre d'un système triangulaire qui leur permet de cumuler 3 types de positions. La fabrication des savoirs dans leur discipline d'un côté, université, recherche, revue. Le marché de ce savoir d'un autre côté, c'est-à-dire le consultanat, conseil, expertise, et enfin l'administration et le politique, comité scientifique, commission, poste dans la haute fonction publique. Et chacune des positions renforce et nourrit les 2 autres. Si on en revient donc à la définition de la compétence donnée par Frédéric Le Baron, il apparaît que ces 3 types de positions génèrent une accumulation d'expérience. André Sapir a par conséquent fait appel à des professeurs non monopositionnés, donc riches d'expérience dans un voire 2 autres types de positions, le consultanat et l'administration ou le politique. Il est tout d'abord notable que tous les membres du groupe ont déjà eu une expérience d'expert ou de consultant, que ce soit auprès de la Commission européenne, de l'OCDE, du FMI, etc. Jean-Yves Trépeau conclut à l'existence d'un effet de reproduction méritocratique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.